Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audience First. Aujourd'hui, nous embarquons avec Antoine Robin, co-directeur général de la Transat Café L'Or, l'une des courses au large les plus emblématiques du sport français. Avec plus de 30 ans de carrière dans le marketing sportif, Antoine a connu les agences, les fédérations, les startups et les stratégies de sponsoring les plus complexes. Dans cet épisode, il nous raconte comment il est passé de la communication à la co-direction d'un événement mondial, les dessous économiques et médiatiques de la course au large et les nouveaux enjeux de communication d'un sport à la fois spectaculaire et invisible. Entre transition écologique, féminisation de la voile, stratégie d'influence et storytelling de marque, Antoine nous livre une masterclass sur la façon de faire rayonner un événement dans un univers ultra concurrentiel. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout, pensez à vous abonner et liker cette vidéo. Alors bonjour Antoine, explique-nous ton parcours et comment t'en es venu à être co-directeur de la Transat. En résumé, une école de commerce à la fin de laquelle je savais que je n'allais pas faire les métiers que tout le monde faisait, c'est-à-dire le marketing, grande conso, la banque, le conseil, tout ça, j'en ai pas du tout envie. Et en fait, j'ai appris mon métier sans le savoir en étant dans plein d'associations, en organisant plein d'événements, d'abord pour le fun et finalement, j'ai trouvé ça passionnant. Et à la sortie de l'école, j'ai rencontré un ancien qui avait monté une agence spécialisée dans le marketing sportif. J'ai donc fait mon dernier stage chez lui et il m'a embauché tout de suite. Et j'étais parti pour 30 ans de marketing sportif. Et un des premiers sujets sur lesquels il m'a impliqué, alors que c'était pas du tout ma passion, c'était un grand projet de voile qui s'appelait le Grand Prix des Multicoques, qui était avec des trimarans magnifiques qu'on appelait les Ormas à l'époque. Et il y avait des gens dont vous connaissez certainement le nom, Loïc Perron, Laurent Bourgnon, Florence Artaud, etc. Donc j'ai été très jeune baigné dans cet univers que j'ai trouvé fascinant. Je l'ai quitté pour avoir plusieurs expériences dans plusieurs domaines parce que j'ai toujours aimé avoir une vision la plus large possible du sport. Donc j'ai quitté cette agence pour aller à la Fédération du sport automobile. Ensuite, j'ai monté une start-up dans des jeux de sport online. Donc premier contact avec le monde Internet et puis ensuite dans le golf. Et ensuite, par opportunité, j'ai atterri au Vendée Globe où j'ai assuré la direction de la com en 2012-2013. Et suite à cette expérience qui a duré 18 mois, parce qu'un Vendée Globe étant tous les 4 ans, il n'y avait à l'époque pas d'équipe permanente. Donc c'est là que j'ai décidé de recréer une autre boîte, parce que la première s'était arrêtée trop vite à mon goût. Et je me suis lancé dans ce projet de faire le même métier, mais à mon compte, et de conseiller des acteurs du sport ou des financeurs du sport en matière de com et de marketing. Et sortant du Vendée Globe, fatalement, j'avais une très bonne connexion avec cet univers. Un de mes premiers clients a été la classe IMOCA, donc le syndicat, entre guillemets, des skippers du Vendée Globe. J'ai travaillé pour eux pendant 9 ans. Ce qui fait que j'ai été au contact de toutes les courses. J'ai travaillé pour plusieurs courses entre-temps. Et lorsque la direction générale de la Transat, Jacques Vabre à l'époque, a été libérée parce que la personne est partie, j'ai candidaté avec une autre personne. On s'était rencontrés plusieurs fois, on s'était dit on devrait essayer de travailler ensemble, on est complémentaires. Et là, c'était l'occasion parfaite de faire un binôme pour assurer cette direction générale. D'une part, parce qu'on est complémentaires, on s'entend bien. Troisièmement, on a tous les deux des activités autres que cette direction. Et donc, on ne pouvait pas l'assumer tout seul. À deux, c'était la solution idéale. Voilà comment, par un lien qui est resté en fait assez étroit pendant 30 années, j'ai fini par rejoindre cet événement que je connaissais très bien, mais pas de l'intérieur. En gros, j'ai été présent au départ de la Transat Jacques Vabre depuis 2011, sans exception. Et se retrouver aux manettes d'une telle course, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'est une sorte de point de vue, de belvédère qui domine tout le panorama de la course au large avec tous les acteurs possibles. Et c'est ça qui est passionnant. C'est quoi qui t'a le plus plu de toutes ces expériences? Alors, je crois que ce qui me plaît le plus, c'est ce que je vis aujourd'hui. C'est l'indépendance, la liberté, le luxe de pouvoir travailler dans les domaines qui me plaisent, avec les gens qui me plaisent ou qui m'intéressent ou qui me passionnent. J'ai eu des expériences géniales
à différents stades de ma carrière parce que quand on est jeune et un peu moins jeune, etc., on a besoin d'apprendre plein de choses. On est au contact de gens qui vous font progresser énormément. Aujourd'hui, je progresse toujours, heureusement, hein. Je rencontre toujours plein de gens qui sont plus mes boss mais qui sont mes clients. Mais aujourd'hui, c'est sûr que je ne referai pas le pas en arrière de retravailler pour quelqu'un d'autre. Je pense que l'indépendance est vraiment ce qui me convient le plus. Et ce qui est lié à ça, c'est aussi la diversité. C'est-à-dire que quand je suis DG de la Transat Café L'Or, j'ai aussi d'autres missions dans d'autres sports ou pour d'autres sujets. Ça ne me prend que, entre guillemets, entre la moitié de mon temps et 100% de mon temps pendant une période. Forcément, là, les mois d'octobre-novembre, je vais faire que ça. Et c'est une expérience et qui permet malgré tout d'avoir un vrai rôle dans une vraie organisation. Parce que parfois, être consultant, c'est être un peu à côté du cœur de l'action. Et c'est ça qui est génial dans cette mission, c'est que je suis au cœur de l'action. Est-ce que tu remarques, des enjeux de communication précis sur ces sujets-là? Alors, les enjeux classiques, c'est évidemment de conquérir plus de public, à toucher des nouvelles cibles. On dit que la voile est plutôt un sport d'hommes âgés, enfin mûrs, évidemment de bord de mer plutôt que des montagnards. Donc, a priori, ça devrait concerner plutôt une part assez étroite de la population. Heureusement, nos grandes courses au large font rêver beaucoup de public qui est très différent, qui n'est en général pas du tout marin. Et c'est ce qui est intéressant. Des gens très jeunes aussi, mais on a besoin de rentrer dans plusieurs couches de la population. Donc ça, c'est notre premier enjeu, bien sûr. Après, il y a des enjeux de traduction de ce qu'est notre sport, parce que avec le temps, la technologie a énormément progressé et en fait, on sait bien que beaucoup de gens ne connaissent pas grand-chose à la voile et au bateau. Ils savent pas vraiment comment ça marche. Ils imaginent que le vent souffle dans les voiles et qu'à peu près ça se dirige Il y a un comme peu de ça, ça. là. Mais c'est un peu de ça, mais c'est plus tout à fait exactement ça. On barre de moins en moins. Il y a un pilote automatique. C'est tout un tas de choses sur les réglages, l'anticipation des systèmes météo et comment faire pour faire comprendre sans embrouiller les gens, sans les dégoûter de suivre, parce que finalement, si on comprend pas vraiment un sujet, on n'a pas forcément envie d'en devenir un ultra technicien. Donc, il faut trouver ce bon dosage. Il faut aussi mettre en avant tout l'aspect humain, parce que c'est énormément, comme c'est des courses très longues, de 1 à 1 semaine pour la Route du Rhum et puis 3 mois pour le Vendée Globe. Nous, on est un peu entre les deux, on est plutôt 15 jours, 10-15 jours. C'est évidemment pas une performance pure et courte, c'est une performance longue, c'est une performance de vie puisqu'on est à bord en permanence, en l'occurrence dans la Transat Café L'Or, on est en double, donc c'est une cohabitation. C'est aussi un travail d'équipe, mais parfois ça peut peut-être mal se passer. Il faut savoir trouver sa complémentarité, c'est une chose, mais aussi savoir s'entendre et avoir peut-être les mêmes méthodes ou les mêmes façons d'appréhender les crises, les risques, les difficultés. Donc tout ça, c'est assez compliqué et c'est ça aussi qui rend le sport intéressant. Après, il y a aussi des enjeux qu'on ne soupçonne pas, comme je disais au début, c'est que on est dans un sport qui est a priori extrêmement vertueux. Hein. Tout le monde sait que on ne travaille pas au moteur, que on est poussé sur les flots par le vent, mais en réalité, il y a quand même du carbone dans ces bateaux. Il y a quand même un petit peu d'essence pour faire tourner un petit moteur qui va fournir de l'électricité, parce qu'il faut un ordinateur pour recevoir les prévisions météo. Bon, ça, c'est en train d'évoluer parce que tout le monde travaille à trouver de nouvelles solutions pour produire de l'énergie avec l'air, l'eau, le soleil, mais aussi réduire l'empreinte carbone de la construction des bateaux, réduire l'empreinte carbone de l'organisation des événements. Ça, c'est notre rôle. Donc, l'enjeu de communication qu'on ne soupçonne pas, c'est d'arriver à anticiper les critiques qui vont commencer à naître sur à quoi bon, à quoi ça sert, est-ce qu'on est vraiment obligé de les faire s'arrêter de l'autre côté de l'Atlantique, parce que donc il faut prendre l'avion pour les rejoindre, hein, nous on les suit pas en bateau. Ce genre de questions qui commencent à se poser. Alors évidemment, nous on a des réponses et on
on sait pourquoi on fait ce qu'on fait et on sait comment on optimise. On sait qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, mais ça veut dire qu'il faut anticiper cette nouvelle tendance qui est, comme je le disais, hein, pour avoir travaillé dans plein d'autres sports, il y en a plein d'autres qui ont une empreinte carbone bien plus élevée. Notre événement qui dure 10 jours de village au Havre, 10 jours de village à Martinique, 15 jours de course et qui draine 600 000 visiteurs, voilà, c'est une grosse machine, bah, ça consomme autant de carbone qu'une journée de foot en Angleterre en Première Ligue. Bon, c'est ce que les études nous disent. Je n'ai pas tout vérifié, bien entendu, mais je veux bien le croire, ce qui signifie que finalement, tout est relatif. Mais ça reste quand même trop, donc il faut travailler sur ces sujets-là. En tant que DG, tu as des critiques personnelles sur ces sujets ou c'est plus l'organisation? Non, c'est pas personnel. Après, on peut avoir des critiques personnelles sur des décisions qu'on prend parce qu'en étant à la tête de l'organisation, fatalement, on se retrouve comme étant le représentant d'une décision, même si parfois on l'a pas prise soi-même ou en tout cas on l'a pas prise seul. Néanmoins, effectivement, on doit savoir y répondre dans la mesure où on est toujours en capacité à expliquer ces décisions. On les prend en pleine responsabilité. C'est pas parce qu'on a envie que ou que quelqu'un nous impose de. C'est parce qu'on a des responsabilités à assumer, que quand il y a des incidents météo, il faut savoir anticiper les conséquences et les risques. Hein, on a une responsabilité forte. On envoie 150 marins sur l'eau dans des conditions compliquées. C'est pas une responsabilité qu'on a envie de prendre. Donc il faut savoir anticiper ça. Après, donc la critique peut apparaître comme personnelle. En réalité, on la prend pas pour soi, on la prend pour l'ensemble de l'organisation. Et moi, je dirais que l'essentiel, c'est de l'assumer. On la prend en pleine connaissance de toutes les données, à nous de l'expliquer au mieux. Et effectivement, quitte à être critiqué, on assume et on tient la ligne parce qu'on est persuadé que c'est la meilleure. Et on en a eu d'autres, hein, des critiques sur des choix qui parfois ont fait plaisir à certains et pas plaisir à d'autres. Bah, au final, en pesant les pour et les contre, on s'est clairement dit que la meilleure décision était d'aller dans cette voie. Et dans ce cas-là, on explique pourquoi. Mais bon, c'est le lot d'une direction. Hein. C'est aussi d'assumer le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Est-ce que tu remarques, en termes d'audience, tu disais tout à l'heure que c'est plutôt les hommes un peu plus âgés qui Oui. sont intéressés par ce genre de sport habituellement. Est-ce que tu as l'impression qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on assiste à des changements d'audience? Alors moi, j'ai assisté à 2 révolutions en entrant au Vendée Globe en 2011. Ça paraît idiot, mais c'est la première fois que les réseaux sociaux commençaient à avoir de l'impact, et que les téléphones, portables qui étaient enfin pas les portables, pardon, les smartphones étaient vraiment, on va dire, hyper efficaces. L'iPhone était sorti en 2007. En France, il a commencé à être vraiment impactant en 2009, je pense. Donc 2011, Twitter commençait à exploser vraiment. Et puis les chaînes d'infos étaient passées gratuites sur la TNT. Et c'est un détail, mais en fait, ça a changé la face de la course. Et depuis, ça n'a cessé d'augmenter. Et à tel point que auparavant, il y avait un cercle classique qui consistait à recevoir des images de la mer. L'organisateur les mettait à disposition sur un serveur et les médias venaient se servir. Et en réalité, depuis les réseaux sociaux, il n'y a plus tellement cette boucle. Elle existe toujours, hein, parce qu'on est au service des médias, mais il y a beaucoup plus de WhatsApp direct depuis le bateau vers l'équipe qui va se charger de publier sur les comptes. Je pense qu'ils n'ont pas le temps de le faire eux-mêmes directement. Mais du coup, voilà, le circuit de diffusion de l'info est devenu beaucoup plus direct. Et la conséquence, bien entendu, c'est que ça rajeunit la cible. Je pense aussi que le rajeunissement des marins, avant les grandes stars, elles avaient entre 30 et 50 ans. Maintenant, elles ont déjà 20 ans. Hein, vous voyez de qui je parle. Et, euh, et heureusement, parce que je pense que enfin, quand je disais un homme mûr de bord de mer, c'est plutôt celui qui pratique, ce qui est un peu logique. Il faut avoir un peu de temps, il faut avoir un peu de sous pour avoir un bateau, et il faut plutôt pas avoir 5 heures de voiture à faire. Donc c'est la logique. Mais
Ce que je disais, c'est que ces courses-là touchent un public qui va beaucoup plus loin que simplement l'amoureux du bateau, parce que finalement, ce qui va plaire, c'est les ressentis d'un skipper ou d'une skippeuse à bord de son bateau, en direct sur un réseau social, plutôt que qu'est-ce qui s'est passé à ma grand voile, ou qu'est-ce que j'ai mis comme voile d'avant ou autre. Ça, finalement, ça n'intéresse que une petite partie de grands fanatiques de voile. Mais aujourd'hui, notre grand public, il n'est pas là. Le public, il évolue, heureusement. Et l'autre point pour lequel on est quand même hyper actifs, tous les organisateurs, hein, pas que la Transat Café L'Or, c'est qu'on a des villages en amont des courses. C'est un peu des spectacles sportifs inédits puisqu'il ne se passe rien. C'est des bateaux immobiles dans un bassin. Ce qui est assez formidable, c'est que ça draine énormément de gens. Et évidemment, comme on n'est pas là simplement se dire ah, ils vont voir un bateau, ils vont trouver ça chouette, nous on monte des villages très très animés, très festifs. Et là, on voit un public très familial, où il y a des tout petits, des grands enfants, des mamans, des grands-mères. Et c'est pas du tout que masculin et c'est pas du tout que mûr. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que c'est des expériences festives qui vont toucher. Là, a priori, il n'y a pas de segmentation. Hein, c'est y compris des gens qui n'ont jamais mis un pied sur un bateau, des gens qui habitent au bord de la mer mais qui s'y baignent pas. Il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Enfin voilà, c'est juste qu'ils savent que c'est le grand rendez-vous festif tous les 2 ans au Havre. Ils sont là parce que c'est immanquable. La Transat, on doit y être. Le sponsor moyen, il paye pour quoi? Il y a la catégorie de ceux qui s'achètent un bateau ou qui s'achètent la visibilité sur le bateau. Donc ça, c'est ceux qui payent le plus parce que c'est plus cher d'avoir le nom d'un bateau que d'avoir le nom d'une course ou le nom ou un partenariat sur une course. Parce que la visibilité est quand même très forte. C'est l'avantage énorme de la voile, c'est qu'on cite les marques. Quand on dit Armelle Lecléache sur Banque Populaire, on ne dit pas sur un trimaran de 32 mètres bleu marine ou construit par je ne sais quel chantier. Ou, voilà, on cite le nom du sponsor. Et puis il y a une visibilité immense, plus forte finalement du bateau en mer ou à quai que les partenaires des courses. Néanmoins, heureusement qu'il y a quand même un intérêt à sponsoriser les courses, sinon on n'existerait pas. Et donc les bateaux non plus, parce que sans course, il n'y aurait pas de bateau. Donc l'équilibre se fait subtilement. Et donc, pour une Transat Café L'Or, on peut soit s'appeler L'Or et avoir le nom, L'Or, le Café L'Or, hein, la marque de café, et avoir le nom de la Transat, ou être une collectivité comme la ville du Havre ou la région Normandie ou la Martinique, qui est notre destination, qui s'appuie sur l'événement pour valoriser leur territoire, montrer à quel point il est dynamique, attractif, et puis à obtenir des retombées économiques, parce que ces événements-là drainent du monde, des entreprises, et améliorent la perception que peuvent avoir le monde de l'entreprise de leur site. Et après, on a toute une gamme de partenaires privés qui vont soit chercher de la reconnaissance dans un milieu qui les intéresse sans pour autant investir dans un bateau parce que peut-être que c'est trop important, peut-être trop risqué, peut-être que c'est pas non plus euh, totalement adapté à leur objectif parce que moi j'ai des partenaires qui sont motivés parce que Le Havre est une zone d'activité très forte, ou la Martinique, ou les deux même. On a la chance d'avoir, par exemple, Bred, qui est du groupe Banque Populaire, qui n'a pas d'investissement sur le bateau. C'est le groupe Banque Populaire qui investit sur le bateau. En revanche, la Bred, qui a comme secteur d'activité essentiel la Normandie et Dom-Tom, enfin les Drômes maintenant, pour eux, c'était parfait. La course qui reliait Le Havre à la Martinique, ça ralliait les deux territoires d'activité de la banque. Et après, il y a aussi une dimension qui est assez importante, c'est que en étant partenaire d'une course comme ça, on peut inviter ses collaborateurs ou ses clients ou ou son réseau de distribution ou autre. Et ça, ils le font beaucoup. On sait qu'il y a pas mal de marques ou de structures de toute taille, hein, même des toutes petites boîtes, qui veulent montrer leur savoir-faire
en invitant leurs clients, en disant regarde, je suis partenaire de la Transat, d'ailleurs j'ai produit ça pour eux, et je t'invite à suivre le départ ou passer une soirée dans le port dans des conditions agréables. Voilà, il y a quand même une palette assez large d'offres pour nous, pour séduire des partenaires, en plus de ceux qui vont remplir notre bassin. Un chiffre qui est intéressant, c'est que, admettons qu'on ait 80 bateaux cette année, on va dire que allez, le budget moyen annuel de sponsoring de ces bateaux va s'élever à 2 millions. Il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est à peu près ça. Ça fait 160 millions d'euros. Le budget total de notre organisation, c'est 7 millions d'euros. Vous voyez, la différence, elle est assez C'est fou. intéressante. C'est les J'aurais pas dit. acteurs, Ouais. les acteurs pèsent beaucoup plus que l'organisateur. Mm. Et d'une certaine façon, c'est un petit handicap pour notre sport parce qu'on aimerait avoir plus de moyens pour mettre à la disposition de ceux qui investissent beaucoup plus d'installations, plus de communication, etc. Mais on a fait des choix tous assumés, consentis, qui sont économiquement assez durs. C'est qu'on a une entrée gratuite, donc 600 000 personnes qui viennent, qui rapportent pas grand-chose finalement. Pas de droit télé, parce que les images sont disponibles pour tous les médias sans discrimination, ce qui est bien en termes d'exposition. Bon, et puis il faut pas se mentir, on n'en tirerait peut-être pas des millions non plus, mais c'est des choix qui sont pour une popularisation maximale, qui font que économiquement on en tire moins de revenus. Mais ça, tout le monde l'assume et considère toujours que c'est le meilleur positionnement et la meilleure stratégie économique. C'est ce qui explique qu'on est des organisateurs un peu pauvres par rapport à Roland-Garros qui attire le même nombre de personnes, mais ils vendent leurs droits télé très cher. Chaque personne qui rentre paye très cher. Enfin, je critique pas, hein, mais paye un certain prix pour entrer. Et ce qui fait que, bon, après, Roland-Garros a beaucoup plus d'histoire que nous, hein. Le tennis a 100 ans d'histoire, nous, on en a 30. Bon, donc peut-être que dans 70 ans, on sera à leur niveau. Mais voilà, c'est des choses qui sont très, très marquées entre quelques grands événements français où le Tour de France aussi vend beaucoup de droits à télévision, vend à beaucoup de villes le droit d'être une étape, un départ ou une arrivée ou les deux. Nous, on n'a qu'une ville au départ et qu'une ville à l'arrivée. Donc voilà, toutes ces raisons pour lesquelles il y a plus d'argent dans notre bassin qu'autour. Puis la voile, c'est particulier dans ce sens-là, c'est que autant un match de tennis, on est proche des sportifs, autant la voile, ils sont tout seuls en Exactement. fait sur leur bateau. Exactement. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on vend un non-spectacle, c'est-à-dire qu'on fait venir du monde pour rien voir. Mm. On va pas leur demander de faire des régates devant le port au risque de casser alors qu'ils vont traverser l'océan, voire traverser le globe quand il s'agit du Vendée Globe. Donc oui, on ne vend pas de spectacle. On sait que le spectacle sera sur l'eau et qu'on fera tout pour récupérer de l'image parce que c'est amusant. Parfois, des gens venaient me dire « Ah, dites donc, là, vos images d'hélico, elles sont chouettes. » En fait, elles sont faites avant, hein, parce que vous imaginez bien qu'aucun hélico ne peut suivre cette flotte. Ouais. On n'envoie pas non plus d'avions. Enfin voilà, d'abord, ça serait au-dessus de nos moyens et puis ça serait pas raisonnable. Donc, c'est le marin à bord qui s'équipe du mieux qu'il peut pour faire des images de bonne qualité. Certains ont maintenant des drones, donc quand les conditions le permettent, ils arrivent à se filmer via leur drone avec le recul qui est assez génial parce que personne d'autre n'a ce point de vue. Mais voilà, notre rôle va consister à justement relayer au mieux tout ce qu'on reçoit, et on en reçoit beaucoup d'images. Parce qu'imaginez, quand il y a 80 bateaux en mer, pour peu qu'il y en ait juste 30 qui aient décidé d'en envoyer ce jour-là, ça fait 30 fois 1 à 4 minutes. Tout ne passera pas partout, tout n'intéresse pas tout le monde. Donc voilà, il y a du tri à faire. Nous, on ne fait pas de tri, on met tout à dispo. Et après, c'est aux équipes de faire leur promo, aux médias de faire leur choix. Tu as raison, c'est un paradoxe assez original de ce sport. Mais tu penses quoi des initiatives un peu type CLGP, très, très dynamiques, très poussées à fond sur les réseaux, Ils sont remarquables. Moi, je trouve que le travail marketing de CLGP est extraordinaire. Et il repose sur un équilibre économique assez différent parce qu'au départ, il y a une structure
privé qui investit énormément d'argent pour mettre des bateaux sur l'eau et financer des équipes qui finalement petit à petit se refinancent en faisant rentrer des tiers dans leur capital. On aboutit aujourd'hui à un système de franchise, mais il y a eu un énorme investissement de départ avec un choix volontaire et qui est tout à fait cohérent avec la forme même du sport, c'est-à-dire des régates sur des bateaux ultra performants, ultra rapides, visibles de la terre et très télégéniques, hyper faciles à diffuser. En plus, ils ont vraiment investi dans le rendu et dans comment dirais-je, dans le suivi technologique de tout ça. Donc, c'est assez impressionnant. Après, moi, je considère que c'est un autre sport, c'est-à-dire que c'est de la voile aussi, mais on a coutume de dire il y a le inshore et le offshore. Hein. Inshore, c'est le GP, proche des côtes, avec des régates courtes, à tel point que parfois, ils coupent la régate parce que le temps est terminé. Moi, ça me choque un peu, mais après, voilà, c'est un positionnement que je peux comprendre. Et le offshore, qui est notre secteur de la course au large, où là, on est plus sur le rêve que de la pure technologie. On est sur des performances aussi, mais pas du tout aussi intenses. Hein. Aucun bateau au large ne va atteindre les 100 km/h comme ils font en CLGP. Au mieux du mieux, 30, 35 nœuds, ça fait du 70 km/h. Et je pense que ça dépend tellement des conditions. Évidemment, quand on est en mer, on n'a pas le même état de mer. Et puis, on a une aversion au risque 10 fois plus élevée, hein, ça se comprend. Inspirant, tout en étant pas forcément copiable, parce que c'est deux catégories très différentes. C'est un peu comme un circuit de Formule 1 comparé à un Dakar qui va partir dans des dunes éloignées. Bon, alors le Dakar a maintenant des moyens tels qu'on on peut quand même suivre. C'est un peu plus facile de suivre des courses à terre avec des voitures que des courses en mer avec des bateaux qui vont à des milliers de kilomètres. Mais voilà, c'est vraiment deux catégories très distinctes. Donc, les questions qui se posent, hein, pour être tout à fait honnête, c'est est-ce qu'on n'aurait pas la capacité un jour à vendre des tribunes payantes pour montrer le départ? Bon, aujourd'hui, c'est pas du tout notre état d'esprit, en tout cas pas la Transat Café L'Or. Il faut bien voir que très souvent dans notre secteur, c'est des collectivités, donc quelque part le contribuable, qui paye une partie du budget. Donc, si on refait payer le contribuable une deuxième fois, ça ne plaît pas à la collectivité et ça peut se comprendre. Et notre état d'esprit est plus de faire venir un maximum de monde gratuitement que de réduire, maximiser nos revenus en réduisant le nombre de spectateurs parce qu'il n'y aurait que 2000 places dans la tribune. Voilà. Peut-être qu'il y aura une révolution un jour où certains diront on oublie ce modèle désuet et on passe au tout business, mais en tout cas, je ne crois pas que ce soit notre cas à Transat Café L'Or. Tu nous disais avant le podcast que les autres courses bénéficiaient à l'image directement en fait de ta course à toi. Chaque course qui se succède aide à la notoriété de la suivante. On va essayer d'être simple, mais on a plusieurs courses. En France, on est quand même les grands spécialistes de cette course au large. Hein. C'est quand même ce pays qui a développé le plus d'événements dans cette catégorie. Et on va dire que la plupart des bateaux se retrouvent d'une course à l'autre à peu près tous les ans à la même date, c'est-à-dire la Toussaint, pour traverser ou l'océan ou les océans. Donc vous avez compris de qui je parle. Hein. Il y a un rythme qui s'est installé maintenant depuis 1990, de 92 pour être précis. 92, le Vendée Globe. 93, la route du café qui est devenue la Transat Jaguar. 94, la route du Rhum. Puis de nouveau 95, la Transat Jaguar. Voilà, depuis cette époque-là, donc ça fait 33 ans, que ce rythme est strictement respecté sur un rythme de 4 ans. Donc, oui, aujourd'hui, on se considère beaucoup plus comme une espèce de programme quadriannuel qui travaille ensemble. On se côtoie, on échange des infos, des bons procédés, on optimise nos moyens, on réfléchit ensemble à faire évoluer notre sport. On se copie, très clairement.
Nous, on l'a fait. On voit les copains qui nous ont copié aussi. Moi, je suis ravi. Ça veut dire que de toute façon, le but du jeu est pas de faire extrêmement différent. Je pense qu'on a des événements qui se ressemblent. Donc, celui qui va trouver une nouvelle recette, tout le monde a intérêt à l'appliquer aussi. Et si en plus elle apporte satisfaction à nos cibles qui sont les mêmes, il n'y a aucune raison de faire différemment. Et je peux dire en avant-première qu'on va créer une association qui regroupe la Route du Rhum, le Vendée Globe et la Transat Café L'Or, dont les organisateurs seront régulièrement réunis pour échanger et partager autour de notre C'est une futur exclue commun. C'est une exclue. Incroyable. Bon, ça c'est sur Audience First. Waouh. ça s'est peut-être vu sur les pontons, mais ça s'est pas dit jusque-là. Et ça, je pense que c'est imminent. C'est sous quelques mois, ça sera effectif. Ça se comprend. Et puis, en termes d'activation, de communication, t'as vu quelque chose d'hyper malin dans les dernières années, un truc où tu t'es dit, tiens, ça c'est hyper... De toute façon, on est quand même un petit peu lié à la technologie, étant donné que nous, on a des conditions un peu particulières. On n'est pas un stade avec des caméras qui se posent facilement et un réseau simple à trouver. Donc, et puis, finalement, on travaille tous avec les mêmes prestataires. Donc, on n'intègre pas tous les savoir-faire dans nos organisations. On a beaucoup d'agences externes qui sont spécialisées dans la captation vidéo, dans l'animation des réseaux sociaux, etc. Et donc, finalement, tous, on suit le progrès technologique qui nous permet d'offrir de meilleures prestations. Quand je revois des images d'il y a 20 ans, c'est rien dans la vie, mais c'est atroce. C'était nul. Bon, c'est parce que aussi la qualité d'image qu'on peut produire aujourd'hui, elle est incomparable. À l'époque, c'était bien. C'était top. Moi, j'étais dedans et je trouvais ça canon. Mais quand on les revoit aujourd'hui, c'est calamiteux. Et heureusement, on a tous bénéficié de ces progrès-là. Donc, c'est évidemment pas nous qui sommes. Nous, on en est juste bénéficiaires. Et donc, je pense que oui, on voit petit à petit les uns et les autres progresser dans ce sens-là. Après, dire que j'ai trouvé chez mes concurrents et ils ont trouvé chez nous, je ne crois pas, des recettes magiques. Souvent, on regarde autour de nous dans d'autres sports. Il y a aussi, je pense que c'est une très bonne émulation aussi entre les concurrents, les teams et nous, parce que en fait, la chance de ces événements multi-acteurs, hein, c'est comme tout sport mécanique, c'est que tout le monde est communicant finalement. C'est pas juste l'organisateur qui communique, c'est tous les teams autour de leurs marins, les sponsors autour de leur team. Voilà, on est pas loin de 150 entités différentes à avoir intérêt à communiquer autour de notre transat. Moi, je passe mon temps à voir sur LinkedIn que X, Y, Z nous a cités tous les jours, même à 10 mois du départ, sans rien faire, sans qu'on ait publié quoi que ce soit pendant une semaine. Donc, il y a une espèce de mouvement naturel. Et tout ça pour dire que oui, les progrès qu'on fait petit à petit, ils sont le fait de tout cet ensemble qui travaille tous les jours à essayer d'optimiser, à essayer de trouver des nouveautés. Bon, nous, on a fait une innovation assez marrante, mais qui n'a pas pris autant qu'on le croyait. C'est que Virtual Regatta, vous connaissez, Bien sûr. Ouais. hein, la transat virtuelle, la régate virtuelle qui existe en gros depuis un peu plus de 15 ans, Qui est un carton planétaire. qui a un carton énorme. Eh bien, on a sélectionné avec Virtual Regatta un joueur pour qu'il fasse la transat en vrai sur un vrai bateau avec un marin. Donc, nous, la chance qu'on a, c'est du double. Et il y a un joueur qui se trouve être marin dans la marine marchande, mais pas du tout skipper de bateau, pas du tout compétiteur, etc., qui a été sélectionné. Alors, évidemment, on l'a pas fait au hasard. Hein. Ils ont passé des tests. Pendant 4 jours, on a fait un peu une starac des joueurs de la Virtual C'est Regatta. incroyable. Et ça a donné un résultat génial parce qu'à la fin, ils se soutenaient tous. Limite, ils étaient en pleurs. Pas de déception, mais de bonheur quand celui qui a été choisi a été déterminé, révélé. Et ils l'ont suivi, ils l'ont aidé. Enfin, voilà, c'était canon. Probablement, on n'avait ni les uns ni les autres pas assez de moyens. Ou on a été soutenu dernièrement par Google Chrome, qui a permis à l'équipage de partir dans de meilleures conditions.
et qui, eux, ont fait un bon travail de com, mais voilà, ça n'a pas eu l'impact qu'on imaginait. Est-ce que Et ça fait penser, tu sais, enfin, je pense ouais, forcément à c'était quoi? Gran Turismo, exactement. c'est la même histoire en Exactement version la même mobile. histoire. Avec Nissan qui avait Ouais. permis à un C'était joueur de incroyable Gran en termes Turismo. d'activation marketing, tu peux pas Mais ouais, c'est extraordinaire. De passer ça s'appelait du virtuel au réel, hein. Passer du jeu à la réalité, c'est quand même le truc le plus génial. Et pour tout vous dire, alors on n'est pas encore au départ, donc peut-être que je vais mentir, mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution. On voulait inviter un influenceur à faire la transat. Et on a fait beaucoup de recherches et on arrive à la conclusion que c'est trop de temps à passer pour eux à préparer parce qu'on ne peut pas se pointer au Havre le 15 octobre en disant ça y est, je suis prêt à partir, dans 10 jours, on est bon. Non, non, il faut faire des courses de qualification, il faut apprendre à manier le bateau avec le skipper du bateau, il faut s'aguerrir en mer, vérifier qu'on ne va pas être malade comme un chien de la première à la dernière minute. Bref, Tu penses que c'est injouable? non, je dis pas que c'est injouable. Je dis qu'on n'a pas trouvé encore la bonne euh, connexion de la bonne personne libre, motivée. Démotivée, on en a croisé plein. Des dispos avec le bon bateau, le bon skipper, etc. Pas encore. Donc je désespère pas d'y arriver. Et on a d'autres projets dont je peux pas vous parler encore qui, j'espère, pourront aboutir. Mais parce on a quand même des moyens d'innover, hein. On a un grand bassin à proximité dans lequel on peut faire des choses sympas. On a une course qui se déroule à deux. Vous le savez peut-être pas, mais on a eu des gens comme François Damiens sur notre course. On a eu des gens comme Jean Galfionne, qui maintenant est pour le coup devenu marin, mais avant il était champion à la perche. Et on a eu Lucas Alfland. On a eu voilà, c'est l'intérêt de cette course en double, c'est qu'on peut ne pas du tout être marin, mais participer avec plus ou moins de talent, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de le faire et d'arriver au bout. Et donc, c'est ce qu'on essaye, nous, d'utiliser comme atout, hein. C'est que autant une course en solitaire comme le Vendée Globe ou la Route du Rhum, bah, faut vraiment être un super marin pour le faire. Autant la Transat Café L'Or, il peut y avoir un co-skipper moins expérimenté. Je suis assez étonnée quand même de ce que tu dis. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les influenceurs, ils sont de plus en plus à relever des défis sportifs. On a vu Inoxtag avec l'Everest, McFly et Carlito qui traversent la Méditerranée. Et c'est vrai que c'est étonnant en fait de pas voir de profil. Alors, on a un peu cette réponse avec Mathieu Blanchard, qui va la faire Trop bien. avec... pardon, j'oublie le nom de son skipper. Mathieu Blanchard sera au départ en tant que co-skipper. Excellent. Et donc ça, c'est déjà une réponse à ce que tu dis. Bon. Et là, je crois, c'est Conrad Coleman, pardon, qui est un Néo-Zélandais mais basé en France. Et je pense qu'il y a eu des connexions entre eux et qu'ils ont réussi à se convaincre l'un l'autre. Donc ça c'est possible à l'infini. Mais nous, en tant qu'organisateurs, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas de bateau à nous, on n'a pas de skipper à nous. Voilà, donc on ne peut que trouver des gens qui seraient motivés pour trouver quelqu'un d'autre qui serait capable de l'accueillir, etc. Donc le système est un peu plus complexe de notre position. Mais nous, on est hyper motivés pour le faire parce que la majorité des gens qui viennent faire notre course, ils la font pour gagner, donc avec un co-skipper qui va leur permettre d'être meilleur que le concurrent direct. Donc, quand moi, j'en ai contacté, hein, d'ailleurs, quand on revient à cette histoire de virtuel au réel, j'ai contacté des skippers qui nous plaisaient beaucoup dans leur profil pour accueillir le skipper virtuel. Et ils m'ont dit, bah écoute, j'adore ton idée, c'est canon, mais moi, j'ai déjà prévu le mien et là, j'ai un budget qui me permet de jouer la gagne, donc je ne peux pas me permettre de prendre un néophyte. Donc voilà, il y a la place, mais c'est pas aussi simple. Peut-être que ça sera plus évident dans les années qui viennent parce que c'est quelque chose qui est en train de rentrer dans les mœurs dans plusieurs sports. On le voit. Là, j'ai des idées là. Ah Ouais, bah, enfin, moi, je suis on preneur de parlera toute après. bonne idée. Non, mais ouais. On parlera off. Ouais. J'aime bien cette expression. Ouais. Non, mais parce que même sur des événements un peu plus engageants, le GP Explorer, c'est une course, mais il faut venir 4-5 fois au Mans. Oui. Tu Alors, vois. tu sais comment ça marche, GP Explorer? C'est surtout un leader qui a convaincu beaucoup d'autres
influenceurs de le rejoindre. Donc là, si on trouvait ce leader-là capable d'en faire venir d'autres, oui. Mais je pense pas, si tu veux, Le Mans n'a rien fait. Moi, j'ai parlé avec l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest qui organise Le Mans, qui a été contacté pour recevoir la course et qui a dit welcome, on fait tout ce qu'il faut pour vous. Ils étaient ravis, c'était un don du ciel. Nous, si ça nous arrive, on fera exactement pareil. On mettra le paquet pour les accueillir et mettre ça en avant. En revanche, on essaie d'aller plus loin et d'être précurseur. Et c'est là où c'est difficile, c'est que être à l'initiative du projet, bah, on n'a pas toutes les clés parce que on n'est ni influenceur, ni proche d'influenceur. Et plein de gens sont prêts à nous aider, mais c'est pas si simple que ça. C'est un sujet. Puis bon, 2025, c'est pas la meilleure année parce que c'est une année un peu incertaine en termes économiques. Voilà, certains partenaires mettent du temps à se prononcer. Donc, si on avait, et puis 2023, on a eu un épisode un peu délicat avec une tempête qui a traversé la France juste après notre départ, ce qui a fait qu'on a dû retarder nos départs. Donc, ça a été beaucoup de coûts supplémentaires. Donc voilà, si on avait une économie un peu plus florissante, peut-être qu'on aurait les moyens d'initier la chose. Mais bon, on a ça dans les cartons, un jour ça sortira, c'est sûr. On sait qu'on on sera les seuls à pouvoir le faire dans notre catégorie de course parce que le binôme. Voilà, le double, la force du double. Tu vas pas mettre tu vas pas demander à quelqu'un qui a jamais fait de voile faire le tour du monde. Non, tout seul. moi, si on me dit qu'un jour un marin fait le Vendée Globe après avoir découvert la course au large sur la Transat Café l'Or, je serais ravi. Ça sera formidable. Parce qu'on peut être aussi ça, on peut être des accélérateurs de... Mais c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, ceux qui se lancent dans des grandes catégories de bateaux font un premier pas en co-skipper, des jeunes qui ont du talent, montent de catégories type Mini ou Figaro comme co-skipper de grands marins sur leur bateau. Et au bout de 1, 2, 3 expériences, ils sont prêts à affronter le défi seul et à monter leur projet avec leur bateau. Donc on est aussi ça, on est un accélérateur de carrière. Et donc je devrais placer à ce moment-là notre projet Cap pour elle, qui est très important. Cap pour elle avec Engie, c'est la même chose pour 2 femmes. Parce qu'on n'a eu que 10% de femmes dans toute notre histoire. C'est déjà pas mal, mais pas suffisant. 10% de femmes dans un sport où les femmes sont l'égale des hommes. Elles sont sur les mêmes bateaux, sur la même ligne de départ, dans le même classement. Il n'y a absolument aucune différence. Donc on aimerait que ça soit au moins doublé, enfin dans un premier temps. Et donc on a cette opération qui consiste à permettre à 2 jeunes filles qui n'ont jamais fait de course de cette envergure de se lancer pour la première fois ensemble sur la nôtre. Et pour ça, on les aide, grâce à Engie notamment. On les cadre, on les forme, on les entraîne, on leur offre les droits d'inscription, on communique autour de ça, on les aide à trouver des sous. Parce qu'après, elles sont grandes, hein, on leur fournit pas le bateau et tout. Elles trouvent le bateau, elles s'entraînent, elles se créent une équipe. Voilà, c'est une vraie formation. Et le but du jeu, c'est que elles finissent la course, mais surtout qu'à la fin, elles deviennent des vraies coureuses au large et qu'elles disent bon, bah ça y est, c'est sûr, je me lance dans cette carrière-là. Et ça aussi, on est les seuls à pouvoir le faire parce qu'à 2, là, pour le coup, 2 jeunes qui savent naviguer, bien sûr, mais qui n'ont jamais fait ce genre de transat, bah, il n'y a qu'en double qu'on peut le faire. Se lancer toute seule, c'est un peu plus chaud. C'est super comme initiative. Bah, merci. C'est la 3e édition. Et chaque année, on transpire pour la maintenir parce que... C'est pas facile de les trouver. Mais non, alors les trouver, on en trouve des candidates, mais des candidates de qualité, c'est pas si simple. Des candidates qui ont un peu de sous quand même, parce qu'on peut pas partir de zéro, c'est pas si fréquent. Trouver des gens qui sont prêts à investir, c'est pas simple. J'entends beaucoup de gens dire oui, la féminisation du sport, moi le sport féminin, machin. Mais en réalité, c'est beaucoup plus dur que ça. Plein de gens qu'on contacte qui nous disent merci, mais c'est pas mon objectif, c'est pas ma priorité. Ils savent bien que ce projet-là, c'est pas un projet gagnant. On n'est pas là pour les mettre devant, c'est des débutantes. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient sérieuses, qu'elles terminent, qu'elles aient bien figuré
sportivement, mais c'est tout. Et surtout qu'elles disent, voilà, vous m'avez donné le coup de pouce pour me lancer. Et ça, je pense que c'est valorisable quand on est une société qui a envie de soutenir les femmes. On a un beau partenariat média avec Version Femina, qui est le magazine le plus lu par les femmes en France, hein, qui est un supplément. Vous êtes trop jeune pour connaître la presse, vous. Le supplément de la presse quotidienne régionale de tous les dimanches dans énormément de régions. Donc, c'est 2,5 millions de lectrices, de lecteurs, au sein desquels il y a des lectrices. Et donc, eux, ils font un suivi promotionnel et journalistique. Donc voilà, c'est plus nos moyens de com, c'est pas mal de promotion, mais je vous assure que c'est pas facile de financer et c'est pourtant, c'est pas si cher, hein. S'il y a des gens qui ont 100 000 euros à investir pour un magnifique projet, c'est maintenant. On a vu que la Transat Jacques Vabre est devenue la Transat Café L'Or. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce changement de nom et les impacts que ça a pu avoir? Alors oui, c'est un changement très important et en même temps pas trop compliqué pour la raison simple, la suivante, c'est que L'Or et Jacques Vabre appartiennent à la même maison. En réalité, c'est le groupe qui s'appelle JDE, qui est un des leaders du café dans le monde et leader en France, qui possède d'autres marques que vous devez connaître, hein, Tassimo, Senseo, Grand-Mère, Maxwell, voilà, et d'autres. Donc, ils ont décidé qu'après 30 ans de bons et loyaux services, la marque Jacques Vabre, qui est plutôt en baisse de régime, qui est une marque moins distribuée, moins connue des nouvelles générations, n'était plus à la hauteur pour être le naming partner de cet événement qui, lui, grossit tout le temps. Donc, ils ont hésité d'ailleurs, ils ont pesé le pour et le contre de mettre X ou Y marque, et ils ont choisi finalement le leader. C'est L'Or, c'est la marque de café la plus vendue en France. Quand vous allez voir le rayon café dans n'importe quel supermarché, là où il y a le plus de capsules, c'est L'Or. Voilà. La surface la plus large est occupée par L'Or. Parce que c'est ceux qui ont démocratisé la capsule. Et de ce fait, quand on est un groupe et qu'on investit dans un événement, on se dit autant mettre mon avançante qui marque le plus de buts que mon vieux défenseur central. Qui est un peu qui bottille. Voilà. Ouais. Pardon pour cette métaphore Non, osée. Mais donc, L'Or était... On met le meilleur buteur. Ouais. Voilà, on met le meilleur buteur, on met le leader, on met celui qui est fort. Et nous, c'est quand même à la fois excellent de se dire on a une marque qui est puissante, parce qu'une marque puissante, ça veut dire quoi? Qu'elle a beaucoup de budget. Donc, c'est pas directement du budget qui va dans notre poche, c'est du budget qui va aller dans les médias, dans les promos en magasin, dans l'animation terrain dans notre village, dans l'animation digitale. Tout ça, on va le voir, hein, vous attendrez pas très longtemps pour vous le constater. Le Jacques Vabre n'a jamais eu cette puissance-là. Donc, L'Or va être énormément bénéfique pour notre événement. Alors, à contrario, c'est un gros risque parce que quand vous avez 30 ans, un événement qui est hyper connu des Français, je crois que c'est 80% qui le citent spontanément, bah, changer de nom, c'est aussi Un risque. un enjeu de ne pas tomber complètement dans l'oubli. Alors, la chance, entre guillemets, c'est qu'on a une décision qui nous a permis de préparer le terrain, hein. La décision a été prise dès la fin de la précédente édition. Donc, on a passé toute l'année 2024 à préparer ce changement de nom et, finalement l'annoncer en décembre, donc sensiblement un an avant la course. Que deuxièmement, une autre décision importante, c'est qu'on a décidé de ne rien changer d'autre. À part le logo, la charte graphique, tout est strictement identique. On part du même endroit, on arrive au même endroit. C'est toujours en double, toujours 4 classes de bateaux différents. Toujours les mêmes valeurs, toujours et même accentuer ces valeurs-là. Donc, les points de repère essentiels du public, on ne les a pas changés. On est aussi une espèce de petit circuit où tous les automnes, vous retrouvez les mêmes rendez-vous. Là aussi, on ne va pas choquer parce qu'on ne change pas la date. On est toujours les vacances de la Toussaint. On est toujours le Havre. Voilà. On vient toujours après le Vendée Globe ou avant le Vendée Globe. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je crois que le risque, il est relativement mesuré. Néanmoins, ça nous demande, nous, un vrai travail de pédagogie pour bien expliquer que la Transat Café L'Or ex-Transat Jacques Vabre est la même. Et je dois dire qu'on a beaucoup de chance parce que, 1, les médias, 2, les marins et leur team jouent le jeu
à 100%. On n'a pas vu une faute de quart depuis 6 mois qu'on a annoncé ce nouveau nom. À tel point même que, anecdote, un détail, mais qui est pour moi assez marrant, c'est que on leur dit, ah non, on n'efface pas la Transat Jacques Vabre de l'histoire. Pendant 30 ans, c'était la Transat Jacques Vabre, ça reste la Transat Jacques Vabre. Eh bien, aujourd'hui, je vois des palmarès de marins qui disent, tiens, je vais faire la Transat Café L'Or. Et dites non, il est fort celui-là. Il a gagné, en 2017, il a gagné la Transat Café L'Or. Non, c'est faux. Elle n'existait pas. Mais ils sont tellement bien élevés Préparés. oui, ou disciplinés, c'est ça le terme que je cherchais, ils ont carrément transformé la Transat Jacques Vabre en Transat Café L'Or. Bon, et donc on leur dit parfois, non, mais vous pouvez garder les noms, hein, ne réeffacez pas les tablettes de l'histoire. En revanche, moi, pour nous, c'était un enjeu, c'est-à-dire que nos parties prenantes, les gens qui parlent de nous, les médias, les marins, je le disais tout à l'heure, ils communiquent beaucoup pour nous, finalement. Si eux, ils jouent le jeu, si eux, ils respectent notre nom, ça sera gagné. Donc, voilà. Est-ce qu'à l'inverse, tu as vu des réactions négatives émerger sur les réseaux sociaux suite au changement? Absolument. Il y en a eu... On est entre nous. C'est la réalité. Oui, mais tu vois, c'est les vieux fans qui... C'est pas des haters, on n'a pas vraiment de haters, mais les râleurs, quoi. Je sais pas comment vous les appelez, vous, mais ceux qui disent... On n'a pas trop de noms pour eux. Ouais, ceux qui disent... Les détraqueurs. Les détraqueurs. Les Les détraqueurs. détraqueurs, ouais, c'est ceux qui disent... Ceux qui Ceux qui ont toujours... aspirent ton âme. Il n'y a pas de fondement à cette critique. C'est « j'aimais bien ce nom-là ». Ouais. Et ils s'expriment Désolé. où, eux? Bah, Sur quelle les réseaux. plateforme? C'est-à-dire qu'ils vont Sur commenter X. sur Facebook, sur X, Ouais. surtout. Facebook et X. Un petit peu Insta, mais moins. Et c'est minoritaire. Et en fait, si, il y a parfois... c'est là où nous, il faut qu'on soit bon en pédagogie, c'est qu'il y a parfois ceux qui traquent le pognon. Ah, c'est encore des histoires de sponsors. Ah, nanana. Parce qu'en fait, le truc marrant, c'est que les gens pensent que Jacques Vabre, c'était un marin, ou le gars qui a inventé la course, ou un marchand de café, ou... tu vois. Bah forcément, en fait, c'est un prénom et un nom. Mais alors, c'est une vraie personne. sonne, Tu sais que Jacques Vabre, c'est la personne qui a créé Jacques Vabre. C'est un Montpelliérain qui a créé la marque en 68. Il a existé, le fameux Jacques Vabre. Et en fait, c'était personne, hein, c'était juste un entrepreneur. Et les gens connaissent la marque Jacques Vabre, mais parfois se sont tellement dissociés la course du reste qu'ils ne pensaient pas. Et donc, quand on leur dit Café L'Or... Dommage. C'est pas le marin Jacques Vabre. Avant c'était pur, quoi. C'était beau. C'était l'aventure, maintenant c'est le... C'est en hommage à ce vieux Jaco. Bon, personne l'a connu. Et maintenant, c'est tout pour le fric. Mais bon, c'est toujours pareil. Monsieur, madame, venez gratuitement chez nous et vous verrez qu'on est très content que Café L'Or vous offre d'ailleurs des cafés. Hein. Tous les cafés sont gratuits sur le village. Nous, je tiens à préciser. Et on vous invite avec plaisir. Déjà, merci pour ton temps. C'était hyper intéressant. Hyper intéressant. C'était un plaisir de t'écouter raconter ça. Tu nous as emmenés en mer avec toi. Ah, tant mieux. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Et non, mais surtout, je vous invite, vous et tous ceux qui vous écoutent, à nous rejoindre au Havre, parce que le détour est vraiment... vaut vraiment le détour, pardon. Le village vaut vraiment le détour. Et la ville aussi. Parce qu'une fois qu'on a visité le village, on peut aussi passer du temps en ville et découvrir une ville méconnue qui a... sous-côté. Voilà, sous-côté, qui a énormément de talent et de beauté à découvrir. Et une belle énergie. Voilà. Et ben, le rendez-vous est pris, on y sera. Merci beaucoup, Antoine. Beaucoup. Merci à vous.